Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Eh bien, nous terminons la journée de Radio Anthropocène qui, je le rappelle, est installée dans le kiosque de la bibliothèque municipale de Lyon, au cœur de la Part-Dieu, et que nous allons parler d'imaginaire, et nous allons tenter de parler d'imaginaire post-industriel. Car, comme vous le savez, à partir de la fin du XVIIIe siècle, notre monde bascule d'une société agraire et artisanale à une société industrielle et commerciale. Cette transformation, que l'on peut dire colossale, n'aurait pu se faire sans deux données d'importance, l'énergie, l'eau puis le charbon, et un mode de transport, le train. Là où nous sommes, sur ce segment territorial qui va de Lyon à Saint-Étienne, grossièrement, fut même la première région industrielle française de la première moitié du XIXe siècle, c'est dire. Mais plus tard, bien plus tard, les logiques de globalisation qui vont se généraliser à partir des années 80 vont enclencher un processus très rapide de désindustrialisation ici et partout en Europe. S'ensuit, comme vous le savez, un chômage et un déclassement massif, une désertification de territoires, un abandon de sites anciennement industriels et surtout très peu, voire pas d'anticipation pour les devenirs des travailleurs et des lieux qui les abritaient, si on peut le dire comme ça. Alors maintenant, quels nouveaux imaginaires s'offrent à nous dans ce monde post-industriel, ou en tout cas ce monde occidental post-industriel, et nous en parlerons plus tard. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir autour du plateau deux invités, Christophe Monet et Michel Rautenberg. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Christophe Monet, vous êtes directeur d'Erasme, qui est un laboratoire d'innovation ouverte de la métropole de Lyon. Et à partir d'une démarche prospective, vous scénarisez les conditions d'émergence d'un futur souhaitable. Je lis ce que je trouve sur la page qui vous présente. Alors justement, Christophe Monet, quel est le futur souhaitable qui remonte depuis les acteurs du service public et les professionnels du secteur privé avec lesquels vous travaillez ? Alors pour préciser, je suis directeur de projet au sein d'Erasme. On est une équipe d'une dizaine de personnes, donc une toute petite équipe, un peu atypique au sein d'une collectivité qui est née en même temps qu'Internet. Et c'est vrai que la question qu'on se pose quand on parle de post-industriel ou de la transformation, évidemment c'est une transformation qui est très liée aux technologies. Et l'objet de ce laboratoire, c'est d'accompagner en premier lieu nos collègues de la métropole, donc une centaine de métiers, 10 000 agents, sur la manière d'utiliser ce qu'on appelle, nous, les opportunités liées aux cultures numériques. Je parle des cultures numériques, c'est-à-dire que volontairement, je ne parlerai pas d'outils numériques, mais bien des cultures à la fois du design et du numérique, et ces cultures du commun qui sont apparues aussi avec le réseau. Donc c'est un petit peu la fonction de ce laboratoire, c'est d'accompagner à l'appropriation de cette boîte noire, on va dire, des gens qui peuvent s'en sentir un petit peu éloignés ou qui peuvent avoir peur d'être remplacés quelque part par les technologies, en leur redonnant le pouvoir d'agir, le pouvoir d'utiliser les outils qui sont les nôtres pour le coup. Alors que vous parlez de fonctions d'accompagnement à partir d'un outil, en tout cas, enfin, quand vous dites qu'Erasme est né au moment d'Internet, c'est-à-dire qu'on est dans ce post-industriel au sens où on l'entendait jusque-là, même si les industries numériques, ça existe aussi. Michel Rautenberg, vous êtes sociologue, anthropologue, vos travaux vont porter sur beaucoup de sujets, l'habitat, le patrimoine culturel, la mémoire collective, les imaginaires sociaux. Vous avez toujours privilégié les terrains urbains et industriels. Et quel regard portez-vous sur ce tunnel de l'industrialisation, cette vallée du Viers, ce paysage en héritage finalement que vous connaissez bien à l'instant T ? À l'instant T, c'est l'instant d'aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas, le 13 décembre 2023. Oui, non, je ne suis pas un spécialiste de la vallée du Viers. Hein. Il y a des collègues géographes en particulier qui connaissent Mais là, vous les lieux venez de prendre le train pour aller de Saint-Étienne à Lyon. Et il faisait encore jour.
Il faisait encore jour, oui. Alors c'est vrai que quand on prend le train ou quand on prend l'autoroute, on n'a pas le même paysage. Mais en même temps, la vallée du Gier, c'est depuis entre Givors et un peu avant d'arriver rive de Gier, c'est une espèce de campagne. Il y a des arbres, c'est très sombre. Et puis on arrive devant cette espèce d'énorme bâtiment d'usine d'ArcelorMittal, qui était une ancienne, qui est une usine de sidérurgique. Et à partir de là, on va avoir tout un enfilement d'entreprises jusqu'à Saint-Chamond, et on retourne à la campagne après Saint-Chamond, jusqu'à Saint-Étienne. Donc il n'y a pas que l'industrie. Je dis ça parce que en fait, la vallée du Gier, on la voit comme une vallée industrielle, mais ce qu'il faut avoir en tête, et c'est la même chose pour Saint-Étienne et pour la vallée qui va jusqu'à Firminy, on est dans un paysage industriel et rural. Beaucoup de gens qui ont travaillé sur Saint-Étienne, qui ont travaillé sur cette vallée du Gier sur Saint-Étienne, sont venus des campagnes et on continue à avoir un rapport étroit avec la campagne. Donc je dis ça parce que c'est assez différent de ce qu'on va trouver dans le nord de la France ou dans la région parisienne, où le lien avec le monde rural est resté c'est assez rapidement éloigné. Ici, il est toujours resté fort, y compris chez les populations migrantes. Beaucoup de gens qui sont venus travailler dans cette région sont venus de Pologne, d'Italie ou du Maghreb, et en particulier les Maghrébins, les Portugais, les Italiens ont gardé un lien étroit avec la campagne à travers les jardins, et en achetant des maisons. Il y a toujours eu cet échange. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Mais est-ce que c'est une question de géographie? Parce qu'à un moment donné, vous avez évoqué le nord de la France, qui a été aussi une région industrielle, qui a en partage avec Saint-Étienne la mine. Une industrie importante, et également les questions du textile. Hein. Ça a été des fleurons, on va dire, de ces deux régions en particulier, mais avec des paysages entièrement différents, puisqu'en effet, cette vallée du Gier ou la Loire, la Haute-Loire, enfin, si on va jusqu'à Clermont-Ferrand, on est dans un paysage de pré-montagne, dans un paysage vallonné, fortement creusé à certains endroits, ce qui n'est absolument pas le cas du nord de la France, qui est un très grand plateau qui se déroule jusqu'à, alors je vais un peu loin, mais jusqu'à la baie de Somme. Oui. Et donc peut-être c'est ce lien avec la question rurale, qui est un monde qui s'est profondément transformé, mais qui est peut-être resté en tout cas dans quelque chose de domestique. Vous évoquiez quelque chose de très domestique aussi, les ouvriers qui avaient des jardins, qui ont continué, qui ont eu des maisons, qui ont continué à avoir peut-être leur potager ou autre. C'est peut-être lié aussi à cette géographie qui est finalement assez contrainte par rapport au territoire du Nord. Ah oui, je pense que la géographie a joué un rôle. Dans les années 30, lorsqu'il y a eu les premiers congés payés, une foule, je ne sais pas si c'est statistiquement vrai, mais enfin, c'est comme ça que c'est raconté, d'ouvriers stéphanois se sont précipités dans les monts du Pilat en prenant le tram ou bicyclette. Saint-Étienne, c'est aussi la vie de la bicyclette. Hein. Et donc ce lien entre l'industrie et le monde rural a toujours été fort dans toute cette région. Mais c'est pas que sur Saint-Étienne. Hein. Quand vous allez en Ardèche, qui était l'un des tout premiers départements industriels de France, il y a eu jusqu'à 600 moulinages en Ardèche au début du XXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, l'Ardèche était l'un des tout premiers départements industriels en France en termes de production. Vous avez des usines dans le milieu rural. Les usines ardéchoises ou en Isère, dans le Bas-Dauphiné, elles sont au milieu rural. Donc c'est parfois un peu un contresens de trop associer l'industrie au monde urbain. En tout cas, jusqu'au milieu du XXe siècle, beaucoup d'industries dans cette région ont été en milieu rural. Ce qui a aussi fait que les canuts au XIXe siècle ont de plus en plus travaillé à l'extérieur de Lyon lorsqu'il y a eu les problèmes de la fabrique. Une grande partie de la production de soieries a été externalisée, non pas en Chine, mais en Bas-Dauphiné, dans les monts du Lyonnais, en Isère, en Haute-Loire, jusqu'en Ardèche et dans le Gard. Mais peut-être que ça, c'est lié à des questions d'énergie.
Tout à l'heure, j'évoquais en préambule l'eau comme énergie motrice, et puis ensuite le charbon, et je pensais en particulier au train, au ferroviaire, au fret par le train. C'est peut-être cette question de l'énergie apportée par l'eau qui pouvait permettre des installations ouvrières, industrielles, dans une certaine mesure, dans des territoires, entre guillemets, non urbains, éloignés. C'est peut-être ça, cette raison dont vous parlez quand vous évoquez l'Ardèche, par exemple, et la magnanerie. Enfin, j'imagine que vous pensiez à ce type d'industrie. Oui, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, parce que l'Ardèche, je trouve très intéressante pour évoquer les imaginaires post-industriels. Mais non, c'est aussi les questions sociales. Les canuts étaient quand même assez remuants. Souvenons-nous des grèves de 1831, 1834. Hein. Et donc la fabrique lyonnaise, à un moment donné, fait le choix aussi de faire travailler, de faire des tisseurs ruraux qui étaient moins remuants que les canuts. Ou étrangers. Ou étrangers. Pourquoi étrangers ? Je dis ça parce que j'ai souvenir d'avoir lu concernant l'Empire Gilet, lorsqu'il s'est étendu à l'est de Lyon, et notamment avec les grandes usines qui sont aujourd'hui qui étaient, on va dire, à cheval entre Vaux-en-Velin, Dessines, voilà, d'avoir vu des documents d'archives disant qu'ils étaient plutôt à la recherche d'ouvrières étrangères, parce qu'elles seraient moins syndiquées. Oui, et moins remontes. Ça correspond à votre idée un roman de Paola, dont j'ai oublié le nom, qui justement sur ce sujet des migrantes, des femmes qu'on va chercher en Italie ou en Hongrie pour venir travailler dans les usines. Je crois que c'est pas du textile, dans la soie artificielle. Oui, la soie artificielle. Oui, tout à fait. Il y avait même un hôtel pour les ouvrières. Il y avait un hôtel qui était tenu par des religieuses. Voilà, qui va bientôt être réinauguré, transformé en ce début d'année 24 sur ce grand projet qui est la Rayonne l'autre soir. Et cet ancien hôtel des ouvrières, qui était le lieu où logeaient les ouvrières de l'industrie textile de la soie, va devenir tout autre chose, évidemment, mais du logement étudiant. Il y a beaucoup de social sur cette question-là. Pour poursuivre sur cette image, sur cette question de l'imaginaire post-industriel, c'est même quelque chose qui existe. Je voulais qu'on s'arrête sur un petit point, et je m'interroge aujourd'hui. Là, tout de suite, c'est à vous deux que je m'adresse. Est-ce que finalement, c'est pas simple, c'est pas uniquement une question occidentale? Parce qu'on sait qu'à partir des années 80, l'industrie n'a pas cessé d'exister, c'est-à-dire la production d'objets manufacturés, mais elle a été exportée sur d'autres territoires où les ouvriers étaient encore moins, et ouvrières moins remuants, en tout cas moins coûteux, et que donc cette question qu'on se pose aujourd'hui en Occident, donc pas simplement en France, mais aussi dans toute l'Europe, c'est une question finalement très occidentale. Christophe Monet, Michel Rothenberg, comme vous voulez. On tire au sort ou... On peut tirer au sort. Une approche de Candide, et puis Michel complétera avec des éléments peut-être plus factuels. Moi, j'ai l'impression qu'on a dans nos villes un peu caché l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des programmes qui consistent à faire ce qu'on appelle de la médiation autour de la question de l'industrie, de rendre visible l'industrie. On a détruit une grande partie du patrimoine industriel qui n'est plus visible directement dans la ville. On a éloigné aussi les industries, et les industries ont énormément changé. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notamment quand on travaille avec les jeunes publics et qu'on essaie de faire découvrir ces questions autour de l'industrie, on a beaucoup de clichés autour de ça. Et je pense qu'il y a une vraie problématique qui est occidentale et qui est aussi sociétale. C'est pas uniquement parce qu'on est allé délocaliser des industries. L'industrie, quand on est sur un territoire comme le nôtre, l'industrie de la chimie, typiquement, on a des industries, des fleurons de l'industrie, comme on les appelle, qui sont malgré tout très présents
Et on a aussi le passé de cette industrie. Je pense notamment au quartier de Vèze, dans lequel il y avait une très forte industrie qui a disparu au niveau architectural, qui est toujours présent en matière qui est presque un patrimoine maintenant immatériel, et qu'on essaye de refaire vivre. On a des associations de quartier qui essayent de refaire vivre cette industrie à travers des témoignages, etc., sur le territoire. Et on a aussi tout ce qui tourne autour des ateliers, c'est-à-dire des ateliers qui étaient dans la ville et qui aujourd'hui ont de plus en plus de mal aussi à exister dans la ville. Je pense pour des raisons aussi foncières, c'est-à-dire que ça coûte extrêmement cher. Et le fait de s'installer au cœur de la ville coûte extrêmement cher. Donc je suis pas sûr que la dichotomie elle soit vraiment autour de finalement l'Occident ou d'autres. Enfin, je m'interroge là-dessus. Du coup, c'est une question que je tourne du côté de Michel pour compléter la vôtre. L'expression post-industriel ou post-capitalisme, hein, ça apparaît à peu près en même temps, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'est pas complètement neuf. Mais c'est vrai qu'on en parle peut-être beaucoup plus maintenant. Et je trouve qu'il y a quand même une espèce de paradoxe, ou voire une ambiguïté dans cette expression, dans tout ce qui tourne autour. C'est que elle vient, disons qu'elle s'applique à nos territoires où effectivement on a très largement externalisé la production industrielle, la manufacture, pour parler, pour prendre un terme qui a du sens dans cette région. Mais l'industrie, elle continue à se développer, elle continue à être très présente en Asie, dans toute l'Asie du Sud-Est, en Inde, en Chine, enfin, et continue en Chine, on sait peut-être un peu moins, mais on sait bien en Inde ou au Bangladesh à quel point les miasmes de l'industrie, les dangers qui sont associés à la production industrielle sont importants, et où on trouve des situations, on le sait bien, régulièrement ça passe, on a des informations qui nous arrivent par la radio, par la télé, par Internet, on reparlera d'Internet, d'accidents, de gens qui vivent des vies particulièrement difficiles, d'exploitation qui sont particulièrement difficiles. Bon. Le post-industriel, ça nous concerne nous, je ne suis pas sûr que ça les concerne en Asie du Sud-Est. Alors ça peut il y a des mouvements, il ne faudrait pas simplement opposer l'Occident au Grand Sud, comme disent les Chinois, c'est une expression des Chinois, le Grand Sud, ou aux autres. En Amérique du Sud, il y a d'autres mouvements qui existent autour du retour des sociétés autochtones, comme on dit, ou de l'indigénisme, et qui portent d'autres discours qui ne sont pas le post-industriel, qui sont le retour à une relation plus étroite avec la nature. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est important aussi de se décentrer quand on évoque ce type de choses, d'aller voir ce qui se passe en Colombie, en Équateur, en Chine, mais aussi en Australie, en Inde, et où les choses sont vues probablement ou même certainement très différemment du propos qu'on peut avoir. Disons que le post-industriel dont on peut jouir aujourd'hui, on peut se dire ah, ouf, on n'a plus d'industrie qui nous pollue. Ça marche parce qu'il y en a d'autres qui sont pollués à notre place. C'était un peu ce que je voulais. Je ne dis pas qu'évidemment il n'y a plus de sources de pollution en Europe, mais on voit que massivement, même si on peut dire que l'industrie s'est transformée, que massivement la production qui était en Europe, enfin en tout cas qui était sourcée en Europe, s'est déplacée dans le monde à des endroits où le travail était moins cher, soyons assez clairs. C'était, même si ça reste une question pleine et entière, mais qui n'est pas l'objet du débat. Alors justement, sur ces... parce que moi, quand j'imagine le post-industriel, je pense à tous ces mouvements de pensée, tous ceux qui ont remis en cause la question travail-entreprise. Certains ont parlé de bullshit jobs. Il y a certains parlent au contraire des communs. Donc une autre version, voilà. Je pense aussi au mouvement des makers. Peut-être là, Christophe Monet, vous avez des choses à dire et qui rejoignent aussi la question des lieux. C'est-à-dire pas simplement des personnes et en même temps des lieux. Souvent, les choses se sont rejointes.
ces makers et ces lieux abandonnés, pas trop mal situés, en tout cas dont le toit était étanche et permettait de faire des choses. Je pense à ce qui s'est passé pendant le premier confinement, où finalement on s'est jeté sur ces lieux-là pour fabriquer vite des masques, distribuer des repas, etc., etc., et que ça bouleverse la relation travail, ça bouleverse aussi la relation à ces sites de l'industrie. Je ne sais pas si c'est du post-industriel, mais ces sites vacants qui sont encore très importants, y compris en zone urbaine, pas simplement dans d'autres territoires moins métropolisés. Christophe Monet. Moi, je crois qu'il y a il y a une phase de conjonction. Là encore, je ne parle pas avec une approche scientifique, mais j'ai l'impression, pour avoir vécu ces temps-là, que plusieurs choses se sont rencontrées. D'une part, la nécessité pour un certain nombre d'acteurs d'avoir des lieux, la prise en compte par les pouvoirs publics et par les collectivités de cette question, ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire que avant de démolir un lieu, on attend à la fois d'avoir les moyens et d'avoir un projet pour ce lieu, et dans le temps de l'attente de la reconfiguration du lieu, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs sur l'autre soir, hein. C'est un lieu qui a été occupé de manière transitoire, dans lequel d'ailleurs nous on a réalisé un certain nombre d'événements, de workshops sur lesquels on a réuni justement des makers qui sont issus des cultures dont je parlais tout à l'heure, ces fameuses cultures numériques qui touchent beaucoup au design aussi, hein, et à la manière finalement d'aller plus vite, de sortir des logiques prédictives de nos projets qui coûtent très cher et qui très souvent ne remplissent pas tout à fait le cahier des charges d'origine. Donc c'est tout un mouvement effectivement autour de l'idée de rebondir sur une partie de l'idée d'autres, et donc de mettre en commun, finalement, toute une phase qui est une phase, j'allais dire, pré-industrielle, qui consiste à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va inventer, qu'est-ce qu'on va imaginer, essayer de se tromper le plus vite possible, essayer de faire en sorte que ça coûte moins cher, et essayer d'aller vers des représentations, on va dire, à l'échelle 1 de nos projets, pour pouvoir tester ce qui a de la valeur avant de le généraliser. Et c'est là qu'on rentre ensuite dans des postures de maker, puisque on a effectivement beaucoup de lieux qui sont à la fois des lieux, des Fab Labs dans lesquels on va pouvoir fabriquer des choses, mais aussi aller jusqu'à des prototypes qu'on appelle pré-industriels, c'est-à-dire des prototypes qui sont capables d'être suffisamment robustes pour être testés avant de rentrer sur une logique de cahier des charges qui, elle, devient une vraie industrie pour le coup. Oui, qui rencontre un certain nombre de contraintes, de normes, il y a des cahiers, des critères, etc. Mais ça permet de prototyper. Alors justement, Michel Rottenbach, Christophe Monet évoquait l'autre soir, et c'est un site que vous connaissez bien. Je crois bien que vous êtes au conseil scientifique du projet. Oui, on appelait ça un conseil boussole. Comité Boussole. Le comité Boussole, donc du professeur Tournesol. Non, c'était pas ça. Non, l'idée vient plutôt d'un texte de Mireille Delmas-Marty. Ah oui, quand même. Qu'on a eu la chance de rencontrer au travers d'un projet qui s'appelle l'Énergie des espoirs. D'ailleurs, je rebondis, j'ai un esprit d'escalier qui est aussi un peu à la source d'un centre culturel important dans la Loire qui s'appelle le château de Goutelat. Donc on rejoint, la boucle est bouclée. Donc justement sur cette question de l'autre soi, c'est intéressant puisque l'autre soi, c'est la Rayonne, c'est les vestiges d'un passé hautement industriel de cette zone, donc entre Villeurbanne et Vaux-en-Velin, enfin donc à l'est de Lyon, qui a accueilli pendant plusieurs dizaines d'années, notamment les industries de la soie et de la soie artificielle. On appelait ce quartier la Taz. La cité Taz. Voilà, cité Taz. Et il reste des restes, une espèce d'archéologie industrielle, donc il reste peu de choses, hein, puisque la ville a grandi, la société s'est transformée, on en a parlé. Et aujourd'hui, il y a ce projet qui est tout de suite né, puisque comme vous l'avez dit, Christophe Monet, il a été occupé, le site a été occupé tout de suite, donc justement d'ancien hôtel des ouvrières, c'était le site
phare, la porte d'entrée, en tout cas, du site actuel. Donc justement, je trouve qu'il incarne bien, on peut illustrer notre conversation au travers de cet exemple-là que vous connaissez tous les deux. Michel. Oui. Alors, je répondrai à votre question, mais avant, il me semble je voulais évoquer 2 ou 3... Bien sûr. Très très rapidement pour répondre à votre première question. Effectivement, on est en même temps qu'il y a cette transformation du monde industriel, on est aussi face à des revendications où de plus en plus de gens cherchent à travailler autrement. Travailler autrement, ça veut dire travailler de manière plus horizontale. Et l'horizontalité est très présente dans les Fab Labs, dans les makerspace, pardon. Et je pense que c'est un lieu privilégié pour développer tout un tas d'expériences sociales. Me semble, c'est ce que dit Michel Lallemand, sociologue qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, que dans les makerspace, dans tous ces lieux, la transformation de la matière va avec la transformation sociale. Le désir de bidouiller, de transformer, de hacker la matière, c'est aussi une façon c'est un modèle pour penser des transformations de la société, ou des rapports de travail, ou des rapports sociaux. Autre chose, ce qui est important aussi, c'est le retour de la main. Ce qui caractérise les makers, me semble-t-il, et pas seulement les makers, et aussi tout un mouvement qu'on a vu au moment du Covid. Enfin, je ne sais pas s'il y a autant de gens qu'on l'a dit, probablement moins que ça peut être dit dans les médias, mais beaucoup des gens qui ont quitté les métiers qu'ils avaient, considérant que c'était des bullshit jobs, pour parler comme Grébert, sont allés vers des métiers plus manuels, boulanger, menuisier, tout ce qu'on veut, ou agriculteurs, dans des métiers dans lesquels le travail, l'expérience compte plus que le management. Et je pense que cette transformation des relations au travail et de la nature même du travail est quelque chose de très important pour comprendre ce qui se passe dans ces lieux d'expérimentation, et peut-être aussi pour voir comment ces lieux d'expérimentation peuvent faire modèle et ensuite peut-être se développer et inspirer d'autres lieux de production ou de travail, ou d'administration, des bureaux, tout ce que vous voulez. Alors pour répondre à votre question sur la rayonne, sur l'autre soi, c'est vrai que c'est un dossier que j'ai suivi d'un peu loin quand même, donc je ne vais pas dire des bêtises, mais il y a une chose qui me paraît importante, c'est le désir de faire travailler ensemble sur ce lieu, qui est une ancienne site. Alors, ce n'était pas un site industriel, puisque c'était l'hôtel des ouvrières, mais c'était de faire travailler ensemble un centre culturel, un lieu culturel, le centre culturel œcuménique de Villeurbanne, avec des associations prenant en charge des problématiques d'habitat, des associations qui sont plutôt orientées sur des questions environnementales, des questions d'alimentation, etc. Donc c'est cette pluridisciplinarité qui me semble aussi très intéressante et qui peut être aussi une piste à suivre pour comprendre les transformations qui sont en train de se passer dans le monde du travail et dans les lieux de production, qu'on retrouve dans les tiers-lieux. Les tiers-lieux, ce n'est pas que des lieux culturels. Il y a des tiers-lieux qui sont très peu culturels. Il y a des tiers-lieux où on fabrique. Oui, où il y a même des mélanges dont on avait fait l'expérience à l'époque École urbaine de Lyon dans une friche qui s'appelait, puisque le lieu a été détruit, les Halles du Faubourg, dans le 7e, derrière Jean Massé. Et il y avait l'école urbaine qui était une structure universitaire, mais il y avait aussi Intermède, qui est des gens qui travaillaient sur la question du projet urbain. Il y avait des artistes, des sculpteurs, des gens qui fabriquaient des masques, ça je me rappelle, mais il y avait aussi un bar. Mais voilà, donc il y avait beaucoup de choses et des gens très très différents qui, dans cette friction spatiale et temporelle, ont fabriqué quelque chose, un moment qui s'est appelé les Halles du Faubourg et qui pouvait intéresser un public extrêmement varié. Oui, je voulais rajouter une chose sur la rayonne, l'autre soi. C'est l'importance qu'il y a à bien se rendre compte que beaucoup des gens vont vouloir s'installer dans des lieux qui ont une histoire. Et là, les friches industrielles prennent sens. Alors, c'est difficile à comprendre pourquoi s'installer dans un lieu.
il y a tout un discours qui peut paraître un peu superficiel, hein, sur... C'est des lieux où l'on a travaillé, où on s'estime héritier du mouvement ouvrier. Il y a tout un discours qui tient pas tellement la route, mais en même temps, on sent bien qu'il y a une émotion, il y a un certain nombre de choses qui passent à travers les murs. J'ai horreur de cette expression, l'esprit des lieux, mais pourtant, ça exprime bien cette idée que les gens qui s'installent là ont l'impression qu'il y a un esprit des lieux. Même si on sait très bien qu'il n'y a pas d'esprit des lieux, il n'y a pas de fantômes. Mais c'est vrai que vouloir s'installer dans un lieu qui a une histoire est quelque chose d'important pour beaucoup de ces gens. Christophe Honnet, vous avez l'air de vouloir réagir. Oui, je pense à la notion de bullshit job. Pour moi, qui est lié à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pour moi, le bullshit job, c'est avant tout le silotage. C'est-à-dire le fait d'effectuer une tâche répétitive en silo et d'avoir affaire effectivement à du management, ce qu'on appelle le management intermédiaire, qui peut se démultiplier à l'infini et qui ne représente pas forcément, qui ne donne pas du sens, en tout cas au travail. Et la question de la réappropriation de ces lieux, la question des makers et tout ce qu'on dit autour de du prototypage, finalement, rejoint cette nécessité qu'on a de changer, c'est-à-dire de passer à l'horizontalité, effectivement, comme vous l'avez dit, mais aussi de changer d'espace pour réaliser ça. Donc c'est, pour moi, plus que l'esprit des lieux, c'est aussi le fait de dire, finalement, et si on travaillait ailleurs que dans des bureaux, dans des salles de réunion, etc. Si on se regroupait autrement, et si on se regroupait de manière transdisciplinaire, c'est-à-dire que si on montait des projets, et c'est exactement la valeur de ces laboratoires. Alors nous, il se trouve qu'on est un laboratoire assez ancien, puisqu'on a plus de 20 ans, et qu'on a ce label de Living Lab, et ce que veut dire ce label, qui est un label international autour de la question de ce type de lieu, c'est on fait avec les bénéficiaires, les utilisateurs. Et on les implique dans le process de création, dans le process de fabrication. Et le fait de faire ça, ça veut dire qu'autour de la table, on va réunir à la fois des gens qui sont des chefs de projet, des gens qui sont des acteurs de différents domaines, différents champs, du social à la culture, en passant par tous ces domaines-là, mais aussi des makers, mais aussi des transformateurs, des designers, des développeurs informatiques. Et le fait de faire travailler ces gens entre eux et d'aller de l'idée assez rapidement à son prototype, créer des expériences. Et je crois que c'est ces expériences qu'on recherche, finalement, et qui sont ces expériences qui, on le voit, nous on intègre depuis 3 ans un incubateur, on accompagne une quinzaine de projets par an, et on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de projets qui touchent leur cible de cette manière-là. C'est-à-dire que ce qui, il y a 20 ans, était encore vu comme finalement quelque chose d'un peu exotique, avec des joyeuseries qui faisaient clignoter des petites lumières rouges, aujourd'hui, c'est devenu des vrais projets. C'est devenu des projets qui sont déployés à une échelle industrielle. Et du coup, on commence à prendre au sérieux ces choses-là. Et je pense que les gens n'ont pas envie de revenir en arrière non plus. C'est-à-dire que ceux qui ont vécu ces expériences montent des projets collaboratifs de cette manière-là. Et je pense qu'il y a une vraie transition qui se joue, et qui est plutôt culturelle pour le coup au départ, et qui a profité, pardon, de différentes situations, et notamment cette vacance des lieux dans lesquels on a eu plaisir aussi à faire cette horizontalité. Mais là, ce que je retiens dans ce que vous dites tous les deux, ce que vous venez de dire, il y a la question de... Alors, non pas l'esprit des lieux, mais en tout cas, un attachement à l'histoire, au territoire, Oui. à quelque chose, au passé, je ne sais pas, même fantasmé, parce que tout le monde n'a pas un grand-père ouvrier. Vous avez parlé de la transdisciplinarité ou trans-acteur. Vous avez parlé de ça. Et puis, vous avez parlé de quelque chose qui est justement très antinomique avec la question de la période industrielle, c'est-à-dire l'horizontalité. Vous avez parlé de ce désir d'horizontalité qui est le contraire de l'organisation même de la chaîne fordiste, qui paraît horizontale, mais tout est organisé. Vous avez parlé de silos tout à l'heure, au contraire de manière très verticale, très rationalisée, où la tâche est redécoupée, et donc où la main qui
qui accompagne la tâche est totalement limité par cette tâche, y compris d'ailleurs spatialement pour ceux qui ont pu faire l'expérience comme moi d'aller à l'usine l'été pour gagner 3 sous quand on était étudiant. Pour ce qui me concerne. Donc j'aimerais qu'on poursuive un peu sur ces questions nouvelles qui pourraient être incarner ce poste quelque chose, ou en tout cas ce qui arrive, d'horizontalité et de trans-acteur, transdiscipline, si vous voulez bien, et cet attachement à l'histoire, au lieu. Michel Rothenberg, peut-être. Je voulais rajouter un point. Bien sûr. Non, j'ai pas l'esprit de contradiction, c'est pas ça, mais oui, Christophe a dit quelque chose qui me semble aussi intéressant. C'est cette idée qu'on va rechercher des dispositifs de travail dans lesquels on va pouvoir maîtriser ce qu'on fait du début à la fin, et qui est justement le contraire de ce travail en silo. D'où l'intérêt des imprimantes 3D, de tous ces dispositifs, de tous ces outils qui permettent à celui qui a l'idée de fabriquer lui-même la chose dont il a eu l'idée. Et je crois que ça, c'est très important parce que ça permet de redonner du sens pour les gens à leur travail. Quand on voit ce qu'on a fait, quand on voit le résultat, on peut le juger, on peut l'évaluer soi-même, et c'est pas un tiers qui va le faire pour soi. Et après, il va se poser tout un tas d'autres problèmes. Mais je crois que c'est important cette question d'être capable d'aller dans ces lieux directement de l'idée au produit. De l'idée au produit. Et ça, vous pouvez, Christophe Monnet, l'évaluer également dans ce futur souhaitable qui remonte au travers des différents workshops que vous mettez en œuvre. Oui, alors on a une gamme de formats, j'allais dire, avec différentes approches en fonction de ce qu'on cherche à faire. Mais à chaque fois, évidemment, on retrouve ces valeurs-là, c'est-à-dire les questions de penser l'organisation et l'objet. On a les dernières sessions qu'on a réalisées tournées autour de la soutenabilité, notamment. On sait que le numérique, typiquement, n'est absolument pas soutenable. Donc aujourd'hui, il faut soit éviter de déployer des projets trop gourmands en énergie ou en matériel, qui sont des matériels qui sont pas du tout recyclables, qui sont extrêmement coûteux, pour la planète, j'entends. Et donc comment on fait ces choses-là tout en continuant finalement de mener des projets et de faire avancer nos sociétés telles qu'on essaye de les concevoir. Il y a effectivement ce changement de posture qui apporte aussi à non seulement les porteurs de projets, mais l'ensemble des participants finalement à ces sessions, un autre regard sur notre manière de consommer, sur notre manière finalement de s'inscrire dans une société de consommation qui reste une société de consommation avec une très forte pression sur cette question de la consommation. On voit qu'il va falloir qu'on change de manière de faire et finalement d'être beaucoup plus responsable à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que ce qui se passe dans ces différents formats dont on parle, c'est aussi ça. C'est aussi une réappropriation par les gens de ces questions en se disant finalement, on n'est pas obligé d'attendre que tout s'effondre, on peut agir, on a un pouvoir d'action, d'une part parce qu'on est capable de faire des choses par nous-mêmes, mais aussi parce qu'on est capable de penser à de quoi on a besoin, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces choses-là. Donc c'est pour moi, alors je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de convergence là entre cette prise de conscience, alors forcément, pas de tous malheureusement, mais une prise de conscience qui est quand même assez forte, de comment on gère ses besoins, et puis finalement une autre manière de produire qui est peut-être moins tournée vers l'obsolescence programmée, la fast fashion, enfin toutes ces choses-là qui sont remises en question. Si elles sont remises en question, il faut que l'alternative puisse atterrir sur une société. Et à mon sens, cette société, on la construit justement dans ces espaces dans lesquels on va
éliminer le bullshit job, se réapproprier finalement notre destin quelque part, y compris notre destin industriel et notre manière de fabriquer le monde quelque part et les espaces dans lesquels on vit. Mais vous évoquez la question de l'effondrement, mais finalement, est-ce que on n'en a pas déjà connu plusieurs en réalité d'effondrement? C'est-à-dire qu'on parle souvent de l'effondrement qui arrive. Enfin, certains évoquent la question de l'effondrement qui arrive, mais j'en parlais tout à l'heure. On est passé d'un monde rural à un monde industriel. Il y a bien un monde rural qui s'est effondré. Si on regarde juste les chiffres de combien de personnes travaillaient dans une société agricole et combien de personnes travaillent à la question agricole pour continuer à nous nourrir tous. On a parlé de cette société industrielle massive qui finalement n'aura duré qu'un siècle, en tout cas dans sa forme originelle, peut-être un siècle et demi, peut-être 2 siècles, et que donc on est dans cette réinvention, j'en sais rien, mais une continuation avec d'autres critères que sont en particulier la crise environnementale et climatique que nous traversons et que vous venez d'évoquer, Christophe Monnet, avec cette question du numérique, de la consommation, de l'obsolescence programmée, la question de l'extractivisme, la question du recyclage, voilà. Et donc, on voit bien que les gens inventent, continuent à inventer, et vous les accompagnez, et que les gens essaient d'inventer, recherchent du sens. Michel Rothenbach, vous parliez de cette question du sens, et que peut-être c'est en passant par la main, ou en tout cas par la possibilité de voir l'intégralité d'un cycle se réaliser et avoir pris parti, qui nous permettait peut-être de réinventer une post-entreprise. Je ne sais pas comment prendre votre question. Moi, il me semble qu'il y a un mot qu'on n'a pas utilisé encore, mais qui peut être important, c'est le mot de maîtrise. Avoir la maîtrise de sa production, de ce qu'on fait, la maîtrise de son environnement, la maîtrise de son temps. On n'a pas parlé de l'accélération du temps, mais c'est un phénomène tout à fait majeur dans notre société aussi, sur lequel on pourrait revenir, et qui peut peut-être expliquer pourquoi les gens s'attachent peut-être plus qu'autrefois à s'installer dans des lieux qui ont une histoire, parce que peut-être d'un point de vue émotionnel, ou c'est peut-être la nostalgie, mais la nostalgie... Jean Klevitch nous rappelle tout le temps, nous rappelait que c'était l'un des moteurs de l'imaginaire, de la création. Et donc, ce que je veux dire, c'est que s'installer dans des lieux qui sont marqués par une histoire, c'est peut-être aussi une façon de se dire qu'on résiste à cette accélération permanente du temps et qu'on maîtrise à la fois ce qu'on produit, mais aussi... la durabilité de nos actions. Donc maîtrise et attachement me semblent 2 mots importants pour comprendre les raisons pour lesquelles on va s'installer dans des lieux patrimoniaux, entre guillemets, pour utiliser un terme facile. Je me rends compte que je ne réponds pas à votre question, mais... C'est pas grave. Mais oui, en tout cas, des lieux patrimoniaux ou des lieux de l'histoire, parce que des lieux de l'histoire. En France, la question du patrimoine... Oui, mais j'ai une définition très large du patrimoine. Ah, mais c'est quoi votre définition très large du patrimoine ? C'est tout ce à quoi on est attaché, qu'on sait transmettre. Donc, voilà. Formidable. Alors justement, je voulais revenir à la question des lieux. Et Christophe Monnet, on a parlé de ces restes du monde industriel qui parce que vacant, a permis, on va dire, un réemploi spatial via différentes activités. Mais tout ne se passe pas que là aussi, dans cette invention en fait de nouveaux codes de relations et de travail et de prospective. Ça se passe aussi dans l'espace public. Ça peut se passer aussi, je sais que vous avez fait des expériences dans une copropriété, par exemple à Saint-Fond. J'aimerais que vous nous parliez de ça, parce que là on est dans un autre lieu. C'est pas le génie des lieux, en tout cas c'est autre chose. Et pour autant, la question de la situation
de l'expérimentation est une question importante peut-être pour relancer des imaginaires et se projeter. Oui, alors on parlait des communs. Moi, je rajouterais sur la question de pourquoi on va dans ces lieux post-industriels, je rajouterais cette idée aussi de se réapproprier les choses. Et on le fait dans des lieux qui sont des lieux désaffectés, mais on le fait aussi dans des lieux qui sont des lieux publics. C'est ce qu'on fait là aujourd'hui dans cette bibliothèque. C'est ce qu'on fait dans les musées quand on va remixer un musée et qu'on va inventer des choses à l'intérieur d'un musée. C'est pourquoi finalement les conservateurs de ce musée nous racontent cette histoire de cette manière-là, avec ces objets-là. C'est un lieu public, on peut aussi raconter nos propres histoires avec notre propre approche finalement. Et là, c'est intéressant. Et on voit que ce courant, il s'appuie effectivement sur ces cultures des communs, dont on a parlé tout à l'heure. Et dès lors qu'on arrive dans l'espace public, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'on est moins entre soi. On est aussi avec d'autres et des personnes qui ont d'autres cultures, et il faut en tenir compte. Et c'est là que ça devient aussi intéressant d'aller confronter finalement ce qu'on fait à l'intérieur du laboratoire ou du lieu en fait qui rend possible les choses, puis d'aller le confronter à l'espace public. Alors nous, on a questionné, on a plusieurs approches. On peut questionner des pratiques, on peut s'interroger sur la place de telle ou telle pratique et voir comment on peut transformer les choses. Puis on peut s'interroger aussi avec une logique qui s'appuie sur la technologie, justement. C'est-à-dire que se dire, tiens, est-ce que telle ou telle technologie peut être une opportunité pour nous, comme on a pensé à une époque que Internet, typiquement, pouvait être une opportunité pour combattre l'exode rural, typiquement. Le département du Rhône est un exemple en la matière, puisque c'est entièrement câblé, justement, avec cette idée que on pouvait peut-être permettre à l'époque aux hommes de rester à la maison, en tout cas de rester à la ferme et de garder leur exploitation, si on donnait du travail aux femmes. Et les femmes pouvaient bénéficier de l'Internet, en tout cas c'était la vision qu'en avaient nos élus à l'époque, pour pouvoir justement avoir une activité et permettre de limiter un peu l'exode rural. Donc ça, c'est des choses qui ont eu lieu et qui sont intéressantes. Et l'exemple que vous citiez de la copropriété, en fait, c'était un prototype qui a été imaginé dans le cadre d'une session de travail sur les objets de réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on cherchait, c'était des technologies qui étaient émergentes, et on cherchait à identifier où ça pouvait avoir de la valeur pour une collectivité comme la nôtre. Et là où on a testé donc ce projet-là, c'était en travaillant sur la représentation des espaces publics avant et après une transformation par des urbanistes. Et les urbanistes sont venus nous voir en disant c'est très compliqué pour nous d'expliquer aux habitants de ce quartier comment leur quartier va être transformé, et de les faire se projeter finalement sur on va détruire 70 garages dans une copropriété. Tout le monde est très très attaché à son garage, et on va faire à la place de ces garages un grand espace vert. Tout le monde est contre. Tout le monde est contre, donc on a travaillé avec des designers et on a prototypé une solution qui permettait de se projeter dans la copropriété, une fois les garages démolis, en réalité virtuelle, pour faire vivre aux habitants la situation dans laquelle ils allaient se retrouver potentiellement, puisque l'idée c'était de faire de l'aménagement concerté, donc de faire de la concertation. Et ce qui est intéressant, on l'a fait dans 2 quartiers, donc sur une place aussi à la Croix-Rousse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé un dispositif relativement simple qui permettait d'imaginer le lieu et en même temps de donner des baguettes magiques aux gens qui allaient tester finalement les usages du lieu, pour qu'ils puissent planter un arbre, voir comment cet arbre allait pousser, quelle ombre il allait faire sur les jardins, faire des propositions d'aménagement finalement, qui sont souvent des propositions qui sont très pensées par les professionnels que sont les urbanistes, et qui échappent un peu à la concertation.
Et le fait, en fait, d'avoir réussi à impliquer les habitants dans la projection des usages de ce quartier, et pas seulement sur plan, mais aussi en le vivant, a été extrêmement bénéfique. Et les urbanistes nous ont dit, effectivement, c'est assez rare qu'on puisse avoir ce niveau de qualité de retour de la part des habitants en termes de volonté d'usage, finalement. Alors, c'est pas magique, mais effectivement, on voit que c'est important aussi de se confronter, quand on parle d'industrialisation, c'est comment ce qu'on fait dans nos laboratoires, ce qu'on fait dans un espace un peu protégé, comment ça prend derrière une dimension qui a un vrai impact sur la ville. Alors là, on n'est pas directement dans le domaine de l'industrie, mais je pense que c'est aussi intéressant de voir comment on passe du Fab Lab, comment on passe du projet bricolé sur son imprimante 3D à une mise en production. Et puis derrière, une logique économique aussi, qui est une logique importante. Et là, dans le cadre de l'urbanisme, c'est aussi une logique de service rendu à une population et de rapport aussi à l'espace public et à la propriété. Michel Rothenbach, peut-être une réaction ? Oui, c'est très intéressant ce que dit Christophe. Ça me fait penser à une chose. Donc, vous travaillez beaucoup sur l'appropriation, sur la façon dont les gens peuvent gérer, s'occuper de leur espace de vie, comment ils peuvent le maîtriser, je reprends ce terme, techniquement, mais aussi politiquement, socialement, culturellement, enfin, maîtriser le plus possible. Ça me fait penser à une chose, c'est qu'en fait, là, quand vous travaillez là-dessus, vous sortez de l'entreprise. On n'est pas dans le cadre... je ne parle pas simplement d'industrie, mais de l'entreprise en général, y compris l'entreprise industrielle, mais je pense que la question est plus large. C'est le philosophe Guillaume Musso qui évoquait pour les 3 derniers siècles que nous venons de vivre cette religion de l'industrie, cette religion industrielle que nous vivons. Et il évoquait également l'idée que nous serions que nous aurions vécu depuis quelques dizaines d'années, depuis quelque temps, plusieurs dizaines d'années, dans un monde dans lequel c'est en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas tant l'État qui dirige le monde, non plus les religions, mais c'est l'entreprise, avec un grand E, les intérêts de l'entreprise qui dominent tout le reste. Et peut-être que les gens en ont marre justement de ce régime de l'entreprise qui nous domine, et que toutes ces expériences de réappropriation de la ville, du travail, du monde domestique, sont aussi des façons de trouver des alternatives à cette religion de l'entreprise pour essayer de construire autre chose dans lequel on se sent soi-même maître de son destin. Alors, par petits bouts, des petits morceaux, mais de petits morceaux en petits morceaux, c'est peut-être quelque chose de plus ambitieux auquel on peut espérer atteindre. Donc finalement, vous croyez à l'hypothèse de Citon sur le pari de la multiplication des alternatives comme... C'est Citon, puis c'est aussi Eric Olin Wright, le sociologue états-unien, Eric Olin Wright dit un peu la même chose que Citon. Bon, ils ne viennent pas exactement du même... Enfin si, ils viennent à peu près du même bord. On n'a pas tellement d'autres solutions. C'est la multiplication des petits pas et des expériences qui va nous permettre de trouver une solution, soit quoi. Je ne sais pas. Je ne pourrais dire, mais donc ça veut dire que là on boucle et on revient avec cette question de l'horizontalité finalement. Oui, parce que si on revient à ce que vous avez dit au début de notre échange, non seulement de l'horizontalité, mais le bas, c'est-à-dire le bas, pas au sens hiérarchique du terme, bien sûr, mais des citoyens, quoi, des citoyens du monde, quoi, qui collaborent, réfléchissent, expérimentent. Parce que vous avez parlé de la force de l'expérimentation et du faire dans tous les deux. Citon a beaucoup insisté sur les communs.
Alors les communs, c'est une très vieille histoire en Europe. Hein. Bon, je ne vais pas en faire l'historique ici. Non, mais Il y a d'autres formes de communs. Oui. Il y a d'autres formes de communs qui existent ailleurs. Je crois que c'est ça qui est important. C'est, comme je le disais au début, se décentrer, essayer de regarder le monde avec les yeux d'ailleurs. Et les communs tels qu'ils peuvent exister en Afrique ou sous d'autres termes, sous d'autres expressions, ou avec d'autres peut-être dispositifs, d'autres règles, ou en Amérique du Sud, ou en Chine, ou en Asie, méritent aussi qu'on s'y intéresse et qu'on voit comment les uns et les autres peuvent échanger entre eux. Des échanges se font, je sais, avec l'Amérique du Sud, beaucoup avec le Brésil, la Colombie, etc. Des choses assez actives se tiennent dans ce cadre-là. Avec l'Afrique, je ne sais pas trop. Des sociologues ont travaillé sur l'équivalent des make of space au Sénégal. Donc, je sais qu'il y a des expériences qui fonctionnent au Sénégal, de modernisation, si vous voulez, de ces pratiques, des pratiques traditionnelles, ou des sociabilités traditionnelles. Il y en a certainement aussi ailleurs. En Inde, il y a plein de choses qui se passent et on les connaît mal. En Afrique, nous, on avait reçu Sename Kofi Adjekbounou, qui est togolais et qui travaille sur cette question... interface entre les makers, justement, des savoirs vernaculaires et en même temps le numérique. C'est une combinaison en réseau, en fait, à partir d'une collaboration très très forte entre des citoyens volontaires et qui s'appuie aussi d'ailleurs aussi sur une question économique. Je veux dire, c'est voilà, pour trouver des solutions. Donc il y a des exemples effectivement partout dans le monde. Il y a des exemples aussi inspirants peut-être qui viennent des sociétés dites des peuples premiers, je pense en Amérique du Sud bien sûr, mais également en Australie. On le voit bien sur les savoirs. On a reçu il n'y a pas très longtemps des représentants du peuple Kogi, donc sur l'interface entre des savoirs médicinaux issus de ces Amazoniens et en même temps des chercheurs de la science occidentale, on va dire allopathique plus classique, et donc des échanges de plus en plus fructueux entre ces diverses sources pour essayer d'avancer, quoi. Il serait peut-être nécessaire d'anthropologiser toutes les sciences sociales. Peut-être que c'est nécessaire d'anthropologiser toutes les sciences sociales, j'en sais rien. Christophe Monet, peut-être. Je pense que l'horizontalité, elle va même au-delà elle va aussi du côté du non-humain. On a travaillé il y a 2 ans sur comment s'inspirer des modèles du vivant. C'est-à-dire comment finalement s'inspirer des modèles du vivant en travaillant avec des chercheurs spécialistes de ces questions du vivant, donc avec des écologues, avec des gens qui étaient capables d'isoler, pour justement pas instrumentaliser les modèles du vivant, mais s'inspirer d'eux pour monter des projets qui soient résilients, qui soient réparateurs des écosystèmes dans lesquels ils se déploient plutôt que destructeurs, etc. Et c'était un travail très très intéressant. Donc je pense qu'on peut non seulement s'inspirer de ce qui se fait au Fab Lab de Dakar, etc., à côté de chez nous, chez nos voisins, et puis aussi dans la nature. Pourquoi la nature n'est pas sur une logique de compétition? Pourquoi, enfin, quand vous commencez à prendre ces concepts-là, en vous disant effectivement, si j'imitais la nature, qui est plutôt dans une logique de robustesse, je montrerais des projets différents, et effectivement des projets qui seraient beaucoup plus respectueux des écosystèmes dans lesquels ils seront ensuite déployés. Oui. Michel Hurtelmann, peut-être une dernière réaction. Oui, non, mais c'est bien d'avoir des moments où on peut rêver, où on peut espérer effectivement qu'un certain nombre d'expériences que nous trouvons intéressantes puissent être développées. Reste que l'actualité récente ne nous pousse pas vraiment à l'optimisme. Oh, c'est dommage, je voulais rester sur une note de rêve. J'avais pas envie aujourd'hui. Ah non, mais oui, on a passé la journée à écouter Goldman, et donc j'avais pas envie de terminer sur une note grisaille. Non, je vais retenir parce que notre heure s'achève. Je vais retenir des questions
d'horizontalité, de transdisciplinarité, de transacteurs aussi, vous l'avez dit, d'attachement, et puis d'expérimentation et d'accueil le plus large de possibles qui pourraient nous être présentés ou que nous pourrions susciter pour continuer à être ici dans le monde qui est le nôtre. Michel Rothenberg, Christophe Bonnet, je vous remercie bien bas. Merci de Valérie. cette belle heure. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.